Bonsoir à tous. J'espère que vous portez très bien. Allô, vous me Bonsoir. Oui, ça va. Oui, ça va, Dieu merci. Ok. Ok, en attendant, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait les exercices? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu terminer l'exercice? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu terminer l'exercice, s'il vous plaît? Mais je- Ok, à part à qui d'autre? Ok. En attendant, je ne sais pas, est-ce que c'est possible qu'Aïcha nous partage ton écran pour nous présenter ce que tu as fait? hein? Merveille, quand j'ai fait j'ai fait l'exercice, j'ai Tu envoyé le dis? lien dans le. J'ai fait l'exercice dans Collab. Oui, c'est pas de nous partager ton écran et de nous montrer ce que tu as fait. Mais le formateur ne vient pas aujourd'hui. Oui, il serait là. Je vais lui faire signe tout à l'heure. Bon. Merveille, excusez-moi, juste le résultat ou bien de tout reprendre à zéro. Si tu peux Merveille. les grandes lignes, ça serait bien. Alors, je l'appelle rapidement, quoi. Comme il y a des parties Allez, que bon, tu peux j'aimerais bien. reparcourir rapidement. Hmm? D'accord. Excusez-moi, je vais prendre un peu de temps. J'ai pas encore ouvert le fichier, je ne m'attendais pas à ça.
Allô? Allô? Mais là, ok. Bonsoir à tous, comment vous allez? Oui. Côté. Allô? Allô, vous me recevez? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Généreux. Comment vous allez? Comment a été le week-end? Généreux, en Ça s'est attendant bien que tu ne passé. viennes me demander, vous me recevez? Allô, vous me recevez? Et oui, généreux, je disais que tu ne viennes jamais demander à Aïcha de nous présenter rapidement un semestre qu'elle avait fait. Ok, d'accord. Donc, je tiens à m'excuser déjà pour, pour euh, voilà. Oui, j'avais commencé le partage. En fait, je ne comprends Oui, pas pourquoi j'ai fait dans Collab. Donc, j'ai l'impression que je dois tout reprendre pour que Streamlit fonctionne. Je voulais juste montrer le résultat, mais là, j'ai lancé, mais je me rends compte que je dois tout refaire. Je dois lancer Fast API pour pouvoir consommer ça dans Streamlit. Donc, je dois tout reprendre à zéro parce que je travaille sur Collab. ok. Et Donc, du coup, si ça ne vous dérange pas, je peux refaire. non, pas de souci, pas de souci. Tu as pu avancer jusqu'où dans la réalisation? J'ai tout fait. J'ai créé Tu as repris les j'ai labs ou fait bien... Fast. Oui, Ok, tu as j'ai pas repris les labs. compris. Est-ce que tu as repris les labs ou bien tu as avancé au niveau du mini-projet? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est le mini projet que j'ai fait. J'ai même partagé le lien dans le fichier Excel que vous avez partagé, sur Ok, lequel il y a week 1, submission, submission 1, submission 2. J'ai mis le lien là-bas. super. Parce que je pense que j'ai vérifié hier, il n'y avait pas de soumission. Donc, ça a dû être hier que tu as mis ça, ou je pense. Non, D'accord. c'est aujourd'hui que j'ai mis parce que j'avais des problèmes de. Ok, J'avais trop de problèmes de configuration et d'accord. d'espace aussi. D'accord, c'est bien. Parce que j'ai vérifié hier, il n'y avait pas de soumission. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, à part Aïcha, tu peux toujours présenter, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a avancé aussi? Alors, je peux parler, s'il vous plaît? Oui, oui, vous pouvez. Seulement, Oui, monsieur, c'est Sto qui parle, c'est cela? c'est Stores. 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 D'accord. Oui. Oui, j'ai soumis. Oui. Donc, j'ai soumis mon travail. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, mais j'ai eu des petits soucis au niveau du déploiement de mon appli. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu mon travail parce que j'ai tout fait et j'ai push ça sur GitHub. Ok, d'accord. Non, je ne l'ai pas encore regardé puisque hier, j'ai vérifié, il n'y avait pas encore de soumission. Aujourd'hui, j'ai été un peu pris. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais faire après ce cours ou dans la journée de demain. Mais je vais regarder. Pas de souci, je vais vous faire de feedback par rapport à ça. Ah, d'accord. D'accord. Donc, j'ai pu faire quand même le mini-projet. Donc, j'ai fini l'exercice. J'ai pu créer l'application. J'ai fait j'ai développé mon Fast API et je l'ai mis dans Streamlit. Au fait, je l'ai déployé dans Streamlit. Mais le problème, c'est que j'ai eu des petits soucis parce que après le déploiement, je n'arrivais pas à avoir l'appli. Donc, je vais dire, quand j'ai lancé, Oui. quand j'ai lancé l'appli, je n'arrivais pas. Ok, d'accord. Donc, je vais regarder quand même. Et s'il faudra qu'on fasse une session peut-être extra pour essayer de toucher et régler ces petits éléments, on va voir si c'est possible, si vous êtes disponible, dans quelle mesure faire cette session. Parce que je sais que vous êtes tous des pros en développement de modèles déjà. Donc, vraiment, l'essentiel de ce cours, c'est de pouvoir vraiment les passer en production. Donc, on ne va pas s'accentuer sur l'aspect développement des modèles, mais en ce qui concerne le déploiement, s'il y a de petites techniques, je vais voir avec merveille et
aussi, il va voir avec vous aussi en fonction de la disponibilité, de comment ça peut se faire, si on peut organiser des sessions pour essayer de régler ces petits soucis-là. Mais c'est déjà bien que vous ayez avancé. Il y a des soucis, pas de soucis, on va les régler, on va voir tout ça ensemble. Est-ce que à part Aïchata, Monsieur, il y a d'autres personnes? Oui, tu peux. monsieur, Oui, je t'écoute. oui, 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 je t'écoute. mais maintenant, je voulais partager mon écran. Je vois que je n'ai plus accès à ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, pour lancer l'application, j'ai utilisé Unicore. Bon, point d'exclamation Unicore, main app, reload, host, des trucs comme ça. Et aussi, j'ai utilisé ngrok. Je sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Ok. Est-ce parce que j'ai travaillé sur Colab que je n'arrive pas à voir toujours l'application ou bien à chaque fois je dois réexécuter toutes les colonnes? Euh, Comme je n'ai pas encore vu exactement ton environnement, c'est un peu difficile pour moi de répondre vraiment. Mais entre-temps, tu as pu quand même démarrer l'application, tu as eu accès au lien et tu as testé, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai vu l'application Streamlit, j'ai même rempli les champs, tout était OK. Tout OK. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois réexécuter les colonnes. C'est un peu pénible. S'il y a une solution pour remédier à ça, ça sera bien. Et Merveille, est-ce que tu peux voir, elle dit qu'elle n'arrive plus à partager son écran. Parce que je ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez continuer. Ce qu'on va faire, je propose que on planifie, on va voir, on va planifier une séance pour voir tous ces soucis-là ensemble. Normalement, le projet, vous ne devez pas le faire dans Collab parce que le déploiement, c'est vrai, ça va être un peu difficile. Mais si vous avez pu le faire dans Collab, vous avez parlé également de NG-Rock, qui sont des technos qu'on va avancer dans cette semaine de cours. Je pense que on va essayer de corriger tout ça. Sinon, normalement, vous devez le faire dans des environnements, un peu comme au niveau des labs, donc sur votre machine, pouvoir le mettre sur GitHub, un peu vraiment comme on l'a vu, et ça devait être normalement nickel. Mais je pense que si vous êtes allé sur Cola, vous avez des soucis. Et donc, on va essayer de voir. Déjà, on va voir ce qui a été fait, comment vous l'avez J'ai fait un souci d'espace. et comment corriger ça, d'accord. Pas de souci. On va essayer de planifier une séance. Mais c'est déjà bien pour ceux qui ont fait le mini-projet. Pour le reste, je vais consulter le fichier. Tout à l'heure, je vais avoir une idée des stats, mais on va essayer déjà quand même d'avancer pour cette semaine. Si vous le permettez, je suis déjà venu un peu en retard. Donc, on va essayer de voir pour cette semaine les éléments qu'on va aborder. Donc, je vais partager mon écran et on va revenir sur les mini-projets, la correction, on fera des séances pratiques pour régler tout ça. Alors, très bien. New terminal. I want to do this here. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Okay. Copier. Good. Document. OpenCore. MLOps. Week 2. OK. Et alors, comment je passe dans les slides? View appearance was not here. Panel.
quelque chose s'est passé dans mon environnement, je ne sais pas quoi. Je ne retrouve plus l'outil. Alors, je vais faire un truc. Jupyter Notebook. Envelopes. Retour. Non. Leçon. Ok. Ceci va marcher. Donc, voilà ce que j'ai cherché. Bon. Alors, je vais essayer de procéder de la façon là. Vous me recevez? Oui. On vous reçoit. D'accord. Donc, désolé pour les petits accrochages là. Je suis déjà dans une autre réunion maintenant. Aïe. Donc, cette semaine, on va commencer la deuxième semaine. On va commencer le cours de cette deuxième semaine. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Je pense qu'il y a des soucis dans mon environnement. Ces derniers temps, j'ai fait le remaniement parce que je travaille sur certains trucs. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer en mode présentation. C'est ça que j'essayais de faire tout à l'heure. Il y a un petit souci, ça ne slide plus. Du coup, ça va être légèrement désagréable, mais je vais essayer de scroller, voilà. Essayer de faire du mieux pour que ça ne soit pas trop désagréable pour vous. Donc, je vais scroller de cette façon-là pour passer d'un slide à l'autre. Donc, bienvenue dans cette deuxième semaine de cours chez Karabaf. On a vu dans la semaine précédente, pour faire un petit résumé, l'essentiel des bases en termes de déploiement de modèles ensemble. Donc, on a vu comment on peut déployer un modèle sous forme d'API, comment on peut déployer un modèle sous forme dans une application front. Le cas de Streamlit directement. Nous avons abordé également l'aspect déploiement dans les applications mobiles. Et il y a eu le mini-projet sur lesquels les uns et les autres continuent toujours de travailler. Je vous invite quand même à continuer. Et même s'il y a des difficultés, il y a des gens qui sont venus en inbox. On n'a pas pu tout régler, mais bon, je vous invite quand même à continuer et à faire des retours éventuels s'il y a des problèmes. On va essayer aussi de faire une séance pour gérer les problèmes qui y a ensemble. Donc, dans cette deuxième semaine, on est passé à un autre stade. Aujourd'hui, on va voir comment on peut déployer en fait nos modèles comme des services. Donc, on déploie déjà nos modèles comme des API, comme des front-end. Maintenant, c'est des stratégies qui sont plus ou moins simples pour nous à orchestrer quand on est sur nos machines. Quand vous allez vous retrouver dans des environnements de projet ou que vous travaillez ensemble avec des boîtes, il faudra automatiser un certain nombre de choses, des scripts qui vont vous permettre, par exemple, de pouvoir construire ces projets-là pour que ça reflète l'environnement dans lequel ils tournent sur votre machine, même s'ils sont en production. Et donc, c'est un peu ça l'intérêt de cette deuxième semaine. On va prendre comme acquis ce qu'on a déjà vu dans la semaine précédente et on va les renforcer. Les notions ne vont pas être totalement différentes ici, mais ça va être un renforcement. Donc, on dit, dans cette semaine, on va essayer de déployer nos modèles comme des services. Deux compétences essentielles, c'est qu'on va déployer nos modèles dans Docker. La deuxième compétence, c'est qu'on va essayer d'orchestrer des pipelines de ML. On va essayer de faire d'un peu d'automatisation grâce au script CI/CD. Donc, on va voir ensemble tout cela, qu'est-ce que ça signifie. Et à la fin de ce projet également, à la fin de cette semaine, on aura un autre projet qui est le projet Karabaf, qui va être très similaire à la première semaine. Et comme on l'a dit, renforcement, qui va essayer d'utiliser Docker et GitHub Action sur vos codes existants déjà dans la semaine précédente pour renforcer et vous permettre de faire les choses un peu plus comme des pros et d'une façon un peu plus automatique. Voilà, tout ça pour minimiser les erreurs. Donc, les deux technologies essentielles, Docker et GitHub Action, c'est les technologies qu'on va aborder. Donc, pour la petite histoire, je laisse. Alors, on va ici voir c'est quoi Docker, d'accord? Après, on va voir c'est quoi
CI/CD, que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que ça va être les deux piliers de cette semaine. Et juste après cela, si on a le temps, on ira dans les labs où on va voir s'il y a des questions, on va les gérer. Donc, déjà, est-ce que des gens ont fait déjà Docker ici? Vous pouvez ouvrir le micro. Qui sont ceux qui connaissent Docker un peu? Une phrase sur Docker. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, Docker, c'est un moteur de containerisation. Ça facilite en fait le déploiement des applications. D'accord, très bien, merci. Moteur de containerisation. Super, ça, c'est très clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis ou un commentaire à faire? OK. Pas de commentaires. Donc, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, c'est un moteur de containerisation. Donc, si je vais banaliser Docker et containerisation, il y a peut-être des gens ici qui entendent tout ça pour la première fois. C'est quoi? Disons que sur votre machine, vous avez installé la version 3 de Python. Je vais pas parler de machine, je vais parler maintenant d'environnement. Sur un environnement dans votre machine, vous avez installé la version 3.11 de Python. Vous avez installé la version 2.9 de Panda, la version 10.4 de Matplotlib. Chaque librairie, chaque outil que vous utilisez pour votre projet, ils ont des dépendances, des versions bien spécifiques. Alors, le problème qui se pose parfois, vous avez des environnements aujourd'hui et vous arrivez à déployer dans ces environnements. Le problème qui se pose, c'est que vous devez déployer ça sur des serveurs. Et donc, quand vous passez sur des serveurs, parfois, vous pouvez avoir des problèmes d'environnement. Peut-être sur le serveur déjà, c'est une machine Ubuntu qui a une autre version de Matplotlib à la base, une autre version de Java. Voilà. Donc, des problèmes d'environnement peuvent survenir. Donc, Docker, c'est quoi? Comme vous le voyez là, c'est un conteneur. Un conteneur qui va refléter exactement l'état de votre machine. Genre, si vous avez une version installée de telle librairie dans votre projet sur votre machine, si vous dockerisez votre projet, que vous passez sur un serveur Amazon, sur un serveur aux États-Unis ou sur un serveur dans n'importe quel endroit, sur le serveur, vous allez créer des conteneurs Docker qui auront les mêmes versions, les mêmes librairies, les mêmes dépendances d'outils que vous utilisez. Et donc, il n'y aura pas de problème. Ça marche sur ma machine, ça ne marche pas sur le serveur là-bas. Donc, ça, c'est un premier avantage si on veut banaliser Docker pour dire sur à quoi ça sert, en quoi c'est intéressant. Le deuxième avantage, c'est que ça va permettre d'automatiser un certain nombre de choses. Donc, par exemple, de pouvoir mettre un certain nombre de services ensemble et de pouvoir les déployer très facilement. Donc, si je lis la petite description qui est là pour vous, un conteneur Docker ne doit faire qu'une seule chose. Donc, ça, c'est la vision de Docker. Donc, Docker, comme on l'a déjà dit, ça aide dans les problèmes de déploiement, de modèles ou d'ailleurs de toute application. Ce n'est pas appliqué seulement au modèle. C'est parce qu'on est dans la data ici qu'on circonscrit vraiment tout ce qu'on fait autour des modèles et de la data. Donc, ça s'utilise largement dans le déploiement des applications classiques du web. Et on retrouve également Docker dans les domaines de Continuous Integration and Continuous Deployment. On va voir un peu plus c'est quoi ces deux thèmes-là et à quoi ça va servir. Donc, comment concrètement on va installer Docker? C'est la première des choses. C'est un outil qu'il faut déjà avoir installé sur sa machine. Donc, pour le faire, il faut aller sur ce site de Docker que j'ai laissé dans le cours ici. Donc, what's happened? It just disappeared. Ou je l'ai supprimé. Alors, je vais voir ça plus tard. Donc, il faut aller sur le site de Docker Hub. Stop. Donc, il faut aller sur le site et ils ont plusieurs versions. Ils ont la version Windows, la version Linux. Voilà. Donc, chacun trouvera son compte et vous allez pouvoir installer l'outil ici. Donc, une fois que l'outil Docker est installé sur les machines, voilà. On va essayer de faire ce qu'on appelle un premier conteneur Docker. C'est que vous aurez déjà la commande Docker comme ça qui est disponible sur votre ordinateur si vous installez l'outil. Donc, vous allez pouvoir faire Docker run Hello World. Donc, une fois que vous avez installé Docker en suivant les instructions sur le site de Docker,
si vous ouvrez votre terminal, vous aurez la commande Docker qui est disponible. Donc, Hello World, c'est quoi? C'est un conteneur. C'est comme un projet qui contient déjà du code et qui va refléter un certain truc. Donc, disons que c'est un mini ordinateur, parce que ce que Docker fait à la fin, ça vous permet de créer des mini ordinateurs qui ont des configurations précises. Votre projet est dedans, et ce mini ordinateur-là, ou que vous le mettez sur n'importe quelle autre machine, il n'a pas de problème de version, il fonctionne parfaitement. Donc, quand vous installez Docker, la commande est là, et il n'y a pas défaut, ce mini conteneur-là, ou ce conteneur par défaut qui est Hello World. Donc, si vous faites Docker Home Hello World, vous devez avoir une sortie similaire à ceci qui vous garantit justement en fait que très bien, Docker est bel et bien installé sur votre machine. Donc, si on va voir Docker, on va voir quelques commandes de Docker. Donc, NGI, ce que vous voyez ici, c'est un conteneur. Donc, NGI, ça s'utilise souvent en web pour pouvoir faire des façades et exposer des applications. Donc, si vous avez remarqué bien la syntaxe en haut, là-bas, on a fait Docker Home Hello World. Donc, c'est la même chose. Pour exécuter, en fait, n'importe quel conteneur, n'importe quelle image, on va faire la nuance entre les deux, c'est la commande Docker Run. Docker Run. Pour dire Docker Run, exécuter. Exécuter quoi? On va mettre le nom de l'image qu'on veut exécuter à la fin. Et il y a des options. Donc, je prends juste les options les plus utilisées. Mais l'option "-d", c'est pour que ça exécute, ça démarre justement cette image-là. Et que ça vous rende le terminal. Vous rendre le terminal, c'est quoi? C'est quand vous lancez par exemple FastAPI, votre projet de FastAPI, vous allez voir que ça affiche des logs dans votre console. Et ça garde la console. Vous ne pouvez plus utiliser la même console pour lancer d'autres scripts. Il faudra faire CTRL-C ou CTRL-SHIFT-C. Ça dépend des machines pour couper. L'option "-d" permet de passer en background, on va dire en quelque sorte. Il exécute votre commande et il vous rend le terminal pour faire d'autres opérations. Et l'option "-p" que vous voyez là, c'est pour faire des ports. C'est pour faire un mapping de ports. Donc là, maintenant, vous voyez, supposons que le projet NGINS ou l'image NGINS qu'on est en train d'exécuter là, on va voir tout à l'heure c'est quoi les images, comment on les crée. On veut faire un mapping du port. Donc, notre projet NGINS à l'interne, il tourne sur le port 80-80. Donc, le projet, disons qu'il y a votre FastAPI dedans qui tourne sur ce port 80-80. Donc, étant donné que c'est une machine, c'est le port à l'interne, ça. Maintenant, comme c'est une machine, comment accéder à ce projet-là une fois que ça démarre? Sur quel port? On veut le port externe, ça va être le port 80. Donc, cette syntaxe "-p", 80-82.80-80, comme ça définit le mapping du port interne vers le port externe. Donc, une autre commande, c'est Docker exec-ti id, retourner lors du Docker bash. Donc, ça là, c'est typiquement pour vous connecter à votre conteneur Docker et voir ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, tout ce qu'on a dit Docker, c'est comme une machine dans votre machine, une mini-machine. Donc, parfois, on a besoin de s'y connecter, d'avoir accès au terminal à l'intérieur de cette machine et de débugger, de fouiller, de voir ce qui se passe. Donc, cette deuxième commande, voilà à quoi ça sert. Docker stop, vous l'aurez compris, c'est pour arrêter un conteneur. Voilà, il faut juste mettre son ID ici, à ce niveau-là. Et Docker RM, c'est pour supprimer un conteneur. Docker pull image, c'est pour récupérer une nouvelle image. Donc, par exemple, votre camarade de classe, est-ce qu'on va voir ça dans cette semaine? Vous travaillez sur votre projet, vous avez les pieds, vous avez le front-end, tout marche. Vous le mettez sur Docker Hub. C'est-à-dire que vous containerisez tout ceci dans des machines et vous pushez ça sur Docker Hub. Docker Hub, c'est quoi? C'est comme GitHub. De GitHub pour du code, Docker Hub pour contenir des conteneurs Docker. Donc, vous faites un projet, tout marche bien, vous créez l'image qui est prête à être déployée sur n'importe quel serveur. Vous pouvez mettre ça sur Docker Hub. Voilà, exactement comme vous pushez votre code. Donc, si votre camarade il a travaillé sur une image et que vous retrouvez cette image-là, vous faites Docker pour vous mettez le nom de l'image, ça vous télécharge l'image, ça vous télécharge en quelque sorte le conteneur de son projet. Et quand ce conteneur vient sur votre machine, avec la commande Docker Run et la documentation qu'il aura fournie pour démarrer son conteneur, vous l'exécutez et voilà. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, de la version à l'intérieur. Est-ce que c'est un projet qui tourne seulement sur Ubuntu, seulement sur Windows? Non. Le Docker gère tout ça. Votre projet démarre au calme et vous commencez à l'utiliser. Et Docker PS, c'est la commande qui vous permet d'afficher l'ensemble des conteneurs qui existent sur votre machine. Donc, pour cette semaine, vous aurez installé Docker et voilà l'essentiel des commandes qu'il faut pour travailler ou maîtriser Docker. Donc, pour l'installation,
je vous laisse aller sur le site et lire la procédure d'installation. C'est quelque chose qu'on peut tous faire. Et voilà l'essentiel des commandes dont on aura besoin. Maintenant, depuis, on parle de Docker, on parle de conteneurs. Comment ça se crée? Comment ça marche tout ça? Donc, voilà, par exemple, un premier fichier Dockerfile. Donc, pour dire, si on veut créer un conteneur, on va créer des fichiers Dockerfile qui vont contenir la configuration de ces conteneurs-là ou la configuration de ces machines. Voilà. Quand je dis conteneur, c'est machine, c'est environnement. Donc, là, regardez la première ligne de ce fichier. On fait from Debian 2.9. Ça veut dire que quoi? Quand on va créer notre fichier Dockerfile qui n'a pas d'extension, hein, voilà, ça s'écrit exactement comme ça, Dockerfile, sans extension, sans rien, avec grand D, comme ça. Quand on va créer un fichier comme ça, on va mettre ce bout de code-là à l'intérieur de ce fichier. La première ligne, là, est en train de dire, OK, on veut prendre comme image de base Debian. Debian, vous savez que c'est un système d'exploitation. On peut faire aussi from Ubuntu 2. Une version pour dire, OK, on crée un fichier de configuration Docker et comme première ligne de ce fichier de configuration-là, on se dit, on veut se référer à Ubuntu. Donc, on fait from Ubuntu 2.9. Ça veut dire la version 9 de Ubuntu, c'est considéré comme la version du système d'exploitation de notre mini-ordinateur que représente Docker. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les conteneurs Docker, c'est comme des ordinateurs. Donc, on est en train de spécifier là, si vous avez Ubuntu 9 sur votre machine et que votre code marche bien dans Ubuntu 9, vous créez votre Dockerfile dès que vous avez fini de tout faire et vous mettez aussi from Ubuntu 2.9. Voilà. Pour dire, OK, je crée un environnement similaire à ce que j'ai sur ma machine dans mon fichier Dockerfile. Après, les bouts de code qui suivent là, on fait, voilà. Vous voyez que ça, c'est en majuscule. Donc, ça, c'est les commandes natives d'un fichier Dockerfile. On fait apt get update pour dire, OK, vous connaissez toute cette commande, on va faire une mise à jour, apt get update. Il n'y a pas à expliquer ça. On enchaîne la commande à exécuter, apt install curl. Donc, on installe la commande curl. Voilà, avec curl, on visite ce lien. On fait un certain nombre d'instructions de mise à jour. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait là? Première instruction, on crée notre image, notre ordinateur à l'image du système d'exploitation de Debian. Deuxième bout de code, on fait des mises à jour. Voilà, quand on installe tout ordinateur, apt get update, on fait un certain nombre de mises à jour. Après, on fait add./app. Donc, on rajoute quoi? On rajoute un dossier qu'on nomme app simplement. Et on définit comme work directory. Donc, ici, à la ligne 10, work directory égale à app. Donc, on dit notre répertoire de travail, c'est app. C'est comme votre ordinateur. Quand vous arrivez souvent, c'est sur home. Voilà, c'est votre répertoire de travail. Donc, on ajoute un dossier app et on dit que notre répertoire de travail, pour dire le répertoire par défaut, le dossier par défaut, le dossier principal, c'est le dossier app. À la ligne 11, on fait un npm install. Donc, voilà, c'est un petit fichier qu'on a pris, mais cette commande, vous aurez compris, chaque fois qu'il y a c'est pour exécuter une commande. Ça exécute une commande et ça va passer à autre chose. Voilà. Add, c'est pour ajouter un dossier. Workd, c'est pour le définir comme le dossier courant. From, c'est pour prendre des éléments de base, une image de base. Après, on a cette commande-là, expose 2368, qui va dire, OK, on veut exposer ce port. Donc, ça veut dire que dans ce mini-ordinateur qu'on crée là, le service qui va tourner dans ce mini-ordinateur-là, il va être exposé via ce port-là, 2368. Et le volume, c'est une commande aussi intéressante parce que quand on va avancer, vous allez voir, quand on crée un Dockerfile et qu'on lance notre projet dedans et qu'il tourne, ce projet-là, il peut, par exemple, écrire dans des fichiers. Il écrit dans des fichiers, il écrit dans les fichiers. Le problème, c'est quoi? On a vu la commande Docker RM en gros, n'est-ce pas? Donc, si on a dit que Docker est comme un ordinateur, mais il n'est pas un ordinateur au sens physique, il est un ordinateur au sens virtuel. Donc, pour dire, il y a une commande stop. Quand on va faire stop sur l'ID de ce conteneur-là, de ce projet dont on est en train de parler, quand on va faire stop, ça va l'arrêter. Quand on va faire RM, ça va le supprimer. Donc, il n'existera plus, par exemple. Maintenant, si ce fichier-là, il est vraiment un ordinateur et il est cloisonné, et lors de son exécution, lors de son cycle de vie, il génère des fichiers, des logs, ou bien il écrit les informations que vous voulez persister sur la machine hôte, votre machine ou bien le serveur qui exécute ce Dockerfile. Comment vous faites ça? Donc, ça va être grâce au volume. Les volumes, c'est quoi? C'est pour définir des emplacements physiques.
pas emplacement physique, je veux dire dossier. C'est pour définir, par exemple, un dossier sur votre ordinateur et un dossier sur cet ordinateur virtuel qui est Docker. De manière à ce que quand votre conteneur, il tourne, il travaille, ce Docker-là, il fonctionne et il écrit sur le dossier IS dans Docker qui est l'ordinateur virtuel. En même temps, il laisse des traces ou bien, je vais dire, des doublons dans votre dossier physique. Donc, c'est une façon de persister, de faire de la persistance de données, de manière à ce que même si ce conteneur-là, il disparaît, l'autre ou bien la machine, votre machine ou bien le serveur qui exécutait ce conteneur-là, il ait des traces, voilà, du retour. Donc, c'est une manière de faire le mapping en quelque sorte. Et enfin, CMD, vous voyez que c'est différent de run. C'est pour exécuter une commande explicitement, mais CMD, c'est pour l'exécuter et garder la commande active. Donc, si vous faites un npm install, ça a une fin. Voilà. Ça va s'exécuter en 1 ou 2 secondes et c'est fini. Mais CMD, pour exécuter npm start, voilà, ça va l'exécuter et ça va la garder. Et généralement, ce genre de commande est à la fin d'un fichier Dockerfile. Donc, c'est un exemple tout simple qu'on a vu. Donc, on a vu les commandes, les principales commandes. On a vu pour écrire un fichier Dockerfile, les principaux mots-clés et un peu comment c'est structuré, l'image de base. Le contenu, c'est des instructions à exécuter et généralement à la fin, la commande pour démarrer votre projet, pour démarrer. Donc, on va voir tout ça. Si c'est toujours abstrait pour certaines personnes, on va voir tout ça correctement. N'ayez pas peur. Suivez juste. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à m'arrêter pour poser vos questions. Donc, si on écrit par exemple le contenu de ce fichier, qui est ce fichier qu'on a vu là, comment on va créer l'image? Parce qu'on a parlé des images tout à l'heure, des images Dockerfile. Là, maintenant, on est en train de voir comment on peut créer nous-mêmes une image. Voilà, typiquement, il faut créer un fichier comme ça et mettre ce genre de code là-dedans. Donc, vous voyez en bas ici, Docker Build. Je ne sais pas si j'ai mis cette commande-là. Je ne l'ai pas ajouté. Docker Build, ça va vous permettre de créer vous-même votre image. Donc, vous avez ce fichier de configuration pour dire, vous voulez Debian 9 et vous voulez que lorsque ça crée une image de système d'exploitation Debian 9, il fasse la mise à jour, il crée ce genre de dossier et qu'il lance ce genre de commande. Voilà. Donc, comment créer cette image? C'est Docker Build-T, le nom que vous voulez que votre image ait. Peut-être que ce genre de projet qui est là, vous voyez, c'est une application web qui démarre votre portfolio. Vous l'appelez portfolio image. Vous mettez vraiment le nom que vous voulez ici, comme image de build. Et vous mettez point, à condition que cette commande-là, vous l'exécutez dans un dossier où il y a ce fichier-là créé, pour dire dans le dossier courant. Simplement, c'est ce que veut dire le point à la fin, pour dire, crée-moi une image qui a pour nom image name, mais en regardant le Dockerfile qui se trouve dans le dossier courant. Donc, quand vous mettez point, il va regarder le dossier courant. S'il trouve un fichier Dockerfile, il va prendre la configuration de ce fichier Dockerfile-là pour vous créer votre image, pour vous créer votre ordinateur virtuel qui a ces configurations et qui va exécuter au démarrage npm start, cette commande-là. Voilà un peu. Et ce service qui tourne à l'intérieur sera exposé via le port 2368. Donc, si on va sur ce mini-ordinateur via le port 2368, on va pouvoir accéder au service qui s'y trouve à ce port, qui se trouve à ce port. Donc, voilà un peu le concept des images. Donc, typiquement, pour essayer d'éclaircir un peu les choses, on a déjà vu, par exemple, comment on fait FastAPI. Et on lance la commande via icon, voilà, ce genre de choses-là, pour lancer notre service FastAPI. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous devez déployer ce projet-là, on a déjà vu, par exemple, comment on peut déployer ce projet-là avec des outils comme render.com. Pour Streamlit, par exemple, on a vu également des outils qui nous permettent de faire ça et qui exécutent des commandes au démarrage. Maintenant, tout le temps, vous n'aurez pas à déployer dans des services qui offrent des services de déploiement. Généralement, quand on est en entreprise, ils ont leur propre serveur, ils ont voilà, leur propre serveur ou bien un abonnement chez Amazon, ce genre de trucs-là pour déployer leur infrastructure, leur projet. Donc, voilà pourquoi, en fait, on voit tout ceci. Donc, les autres solutions, c'était des solutions externes de déploiement. Mais dans les cas où vous voulez déployer sur un serveur, généralement, ils vont vous donner quoi? Ils vont vous donner l'accès à leur serveur, ils vont vous donner un accès où vous aurez accès à un terminal, vous mettez votre nom, votre prénom, et vous vous retrouvez dans un terminal. Vous n'aurez même pas d'interface graphique, généralement sur les serveurs, pour ceux qui ont déjà l'expérience des serveurs. Et donc, c'est là que Docker Hub va vous aider. Vous avez déjà fait votre projet, Dockerfile va vous aider. Vous avez déjà fait votre projet, vous allez simplement dire, OK,
je vais créer une image de mon projet. Donc, je vais dire, OK, prends comme image de base Python, cette version de Python. Après ça, fais npm, fais pip install, voilà. Au lieu de npm, on fait pip install Panda, voilà. Pour dire, après avoir pris comme image de base Python 3, installe Panda dans l'environnement, ou bien même créer un environnement. On peut donner toutes ces instructions-là dans le fichier. Après ça, vous allez mettre comme dernière ligne cmd, UVI icon, exactement la commande que vous tapez pour lancer votre Fast API, vous le mettez à la fin. Voilà. Exactement. Donc, si quelqu'un prend cette image et il build l'image, quand on va démarrer cette image va faire quoi? Cloner l'environnement Python 3, installer les dépendances de votre projet et enfin lancer la commande qui démarre votre projet backend. Et tout cela sera dans cette coquille-là, dans cet ordinateur virtuel, dans ce Docker file, dans cette image d'ordinateur virtuel. Et tout va tourner tranquillement. Donc, aussitôt que vous avez bien fait cette vérification sur votre machine, sur le serveur, vous allez juste faire Docker pull, en tout cas, ou récupérer votre image là et faire Docker home et démarrer cette image. Et c'est bon. Le service sera disponible sur le port en question et vous avez fini le job. Donc, c'est vraiment pour voir comment ça va aider, comment tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc, voilà pour Docker qu'on aborde ici. C'est en deux parties. Voilà cette première partie qui parle des images. Comment on peut créer même une image, c'est quoi les commandes usuelles, à quoi ça va servir une image, c'est quoi les mots-clés qu'on va voir dans la création d'une image. Donc, on va voir tout ça via les labs. Le deuxième élément qu'il faut voir avant de terminer avec Docker, c'est Docker Compose. Donc, si vous avez utilisé Docker pour Mac ou pour Windows, vous avez déjà sans doute installé la dernière version. D'accord? Donc, je vous laisse ici un lien, voilà, pour pouvoir installer Docker Compose. Maintenant, Docker Compose, c'est quoi? Docker Compose, c'est une autre commande qui s'ajoute aux outils de Docker File et qui vont vous permettre de pouvoir gérer plusieurs contenus à la fois. Parce qu'on a dit, un conteneur ne fait qu'une seule chose. Si on se projette un peu sur les labs ou bien le mini-projet qu'on est en train de faire qu'on est censé faire dans la semaine passée, on a vu on doit créer un back-end, on doit créer un front-end. Donc, typiquement, si on veut dockeriser, c'est-à-dire on veut créer des images, des conteneurs Docker de ces projets, Docker ne fait qu'une seule chose, comme je l'ai dit ici. Dans la philosophie de Docker, chaque conteneur ne gère qu'un seul processus. Donc, si on veut dockeriser, en fait, ce projet qu'on a vu là, on doit créer un Docker pour Streamlit, parce que c'est Streamlit est utilisé comme interface pour pouvoir utiliser votre solution. On va créer un autre conteneur pour Fast API parce que vous l'avez utilisé pour déployer le modèle là-bas. Voilà. Donc, on va avoir deux conteneurs. Donc, Docker Compose va vous permettre de faire quoi? De gérer plusieurs contenus à la fois. Voilà. Simplement. Sinon, vous devez faire le job séparément. Donc, Docker Compose vous permet de créer un autre type de fichier qu'on va voir tout à l'heure et qui parfois vous permet d'interconnecter les conteneurs entre eux, de gérer plusieurs conteneurs, de suivre leur état, de tout faire à partir de là. Donc, voilà pour la petite histoire, pour la petite explication banalisée de Docker Compose. Donc, même procédure, quelles sont les commandes essentielles qu'on va voir? Quand je dis Docker Compose, l'installation, c'est là, le lien de l'installation est là. Pour les commandes, on a Docker Compose op-d. Donc, on dit que cette commande nous permet de démarrer l'ensemble de nos conteneurs en arrière-plan. Naturellement, si on fait Docker Compose, il va faire référence également à un fichier pour démarrer l'ensemble des conteneurs, l'ensemble des images. Il va tous les démarrer en même temps. Et l'option "-d", c'est background, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça permet de mettre un truc en arrière-plan et de vous retourner votre terminal pour que vous fassiez autre chose avec. Alors, Docker Compose PS vous permet de voir également, exactement comme la commande Docker PS qu'on a vu en haut ici, Docker PS qui affiche tous les conteneurs qui existent. Docker Compose vous permet de voir l'ensemble de vos stacks. Donc, l'ensemble des conteneurs compilés ensemble pour faire une application, ça vous permet d'afficher tout cela. Docker Compose stop pour arrêter, down pour détruire notamment, et config, voilà, pour valider la syntaxe de votre fichier Docker Compose. Maintenant, Docker Compose, on sait que c'est une autre commande différente de Docker qui permet de gérer beaucoup de contenus ensemble, n'est-ce pas? Comment on crée ce genre d'élément qui va nous permettre de générer beaucoup de contenus ensemble? On a vu Docker File tout à l'heure, qui se crée comme ça, qui gère une seule image.
pour créer maintenant cet autre fichier qui va nous permettre de gérer plusieurs images ensemble. Voilà, voilà à quoi ressemble le fichier. C'est le fichier Docker Compose. Donc, dans le fichier première instruction, on spécifie toujours la version. On est à la version 3, c'est la dernière version, donc ça ne change pas, version 3. Mais peut-être pour des spécifications, vous aurez besoin d'utiliser des versions antérieures, mais généralement, on utilise la 3. Alors, on va créer des services, vous voyez. Donc, j'ai dit tout à l'heure que Docker Compose permet de gérer plusieurs conteneurs. Et dans le jargon de Docker Compose, on va les appeler des services. Ça va permettre de gérer plusieurs services. Donc, ça s'écrit toujours comme ça. C'est la syntaxe de ces fichiers. L'indentation et tout ce que vous voyez là, c'est vraiment important pour ne pas avoir de bugs dans vos fichiers Docker Compose. Donc, vous mettez service. Le premier service, c'est le service de base de données. D'accord? Donc, le service va s'appeler BD. Vous le nommez comme vous voulez. Vous pouvez mettre service généreux, service ABC. Comme on veut créer une base de données, on met un service BD, service base de données. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ce projet, ce fichier Docker Compose là, il va nous permettre de lancer, de créer une image qui est comme notre base de données. Voilà. Ça nous crée une machine qui va contenir notre base de données. Donc, on met BD, on met image. Donc, pour dire, on va utiliser MySQL, cette version-là de MySQL. Voilà. Le volume, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le volume de persistance, c'est-à-dire le dossier var lib MySQL qui se trouve à l'intérieur. C'est généralement dans ce répertoire-là que un certain nombre d'informations sont enregistrées. Ça va vous faire le mapping et en fait, sur votre machine, créer un dossier qui s'appelle dbdata. Et dans le dossier dbdata, vous allez retrouver exactement l'ensemble des fichiers et en temps réel, tout ce qui s'écrit à cet emplacement-là dans votre machine virtuelle, dans votre Docker conteneur virtuel. Quand je dis virtuel, c'est pour dire Docker conteneur. Donc, tout ce qui se trouve dans ce conteneur-là, ça va l'écrire, c'est pour vous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au volume. Et cette instruction restart, c'est pour dire, OK, si ça échoue, si ça tombe, de toujours redémarrer cette image-là. Donc, l'environnement que vous voyez là, c'est pour pouvoir définir, par exemple, le mot de passe de la base de données, l'utilisateur. C'est le genre d'éléments que nous ne va pas aborder ici dans ce cours, mais voilà quand même globalement comment on va créer cette image de base de données. Nous, on n'en aura pas vraiment besoin de créer une base de données. Mais voilà pour info, voilà comment ça se fait. Après, on va dire, on crée un deuxième service qui est WordPress. Donc, vous devinez que ça va être un truc front-end. On dit que depends on DB. C'est pour dire quoi? OK. Comme Dockerfile nous permet de lancer, Docker Compose nous permet de lancer plusieurs services ensemble, cette instruction depend on nous permet de dire, OK, WordPress dépend de DB. Donc, tant que le service DB n'est pas démarré et qui n'est pas prêt et qui marche, tu ne peux pas lancer ça. Et ça fait sens. WordPress, si c'est un site web, ça a besoin que la base de données soit opérationnelle avant qu'on ne démarre le site lui-même. Vous voyez? Donc, c'est pour laisser, c'est vraiment riche. J'ai mis l'essentiel ici, mais vous pouvez visiter la documentation de Docker, voilà, pour voir la commande et comment ce genre de choses, ça se passe. Et donc, l'image de base ici, on va dire WordPress latest pour dire, OK, on va prendre une image qui s'appelle WordPress. La version de cette image, c'est latest. Pour dire dernière version de WordPress. Donc, WordPress vient d'où? MySQL vient d'où? Vous allez me demander. Donc, MySQL, vous allez pouvoir trouver cette image-là sur Docker Hub que vous allez récupérer automatiquement. Pour WordPress, ça peut être une image qui existe, qui s'appelle WordPress, ou une image que vous avez créée grâce à ce genre de fichier, un fichier Dockerfile. Et lorsque vous étiez en train de le build ici, vous l'avez appelé -t WordPress. Voilà. Donc, l'image existe, il s'appelle WordPress. Donc, ici, ça va exploiter pour démarrer votre projet que vous avez nommé WordPress là, à cet emplacement. Et voilà toujours la règle de mapping, le port interne et le port externe. Je pense que tout à l'heure, je me suis trompé. Ceci, c'est le port interne et le port externe. On va voir ça ensemble. Donc, voilà pour Docker. L'essentiel à connaître, Docker pour créer des conteneurs qui sont des images, qui sont des machines virtuelles, on va dire, qui contiennent toute la configuration de votre projet. Bon, c'est pour éviter les ennuis lorsqu'on passe dans d'autres environnements ou sur d'autres machines pour déployer. Et Docker Compose qui va nous permettre de faire quoi? De pouvoir gérer et orchestrer plusieurs contenus ensemble. Donc, on va voir tout ça ensemble
de façon pratique, comme on le fait toujours, appliquer dans les labs. Et ça va vous permettre de démystifier, de voir que c'est des choses vraiment très simples. Donc, voilà pour Docker. Maintenant, CI/CD, c'est la deuxième notion dont on va parler dans cette semaine. C'est les deux sur lesquels on va se concentrer. Donc, c'est quoi le CI/CD? Le CI/CD, bon, déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à Docker avant que je ne commence cette petite partie-là? On va éclaircir tout ça dans les labs. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et juste après ça, je vais demander est-ce que quelqu'un a une notion sur CI/CD? Est-ce que vous avez entendu parler de tout ça une fois? Vous avez une idée? Vous pouvez mettre des réactions au moins si vous m'avez reçu, même s'il n'y a pas de questions. Ok. Ok, d'accord. Donc, vous êtes là, moi, ça marche. Donc, question une fois, question deux fois, question trois fois, il n'y a pas de question. Ok. Donc, CI/CD, c'est quoi maintenant? C'est Continuous Integration and Continuous Deployment. Donc, c'est des thèmes clés quand on parle de DevOps. Et ce cours parle en partie de MLOps. Donc, on va dire DevOps qui est l'ensemble des méthodes pour déployer, gérer des projets, les déployer dans les environnements, appliquer un peu à notre contexte ici qui s'intéresse à la data et au modèle. Donc, CI/CD, c'est pour dire Continuous Integration and Continuous Deployment. Donc, l'objectif du DevOps, c'est d'améliorer le cycle de vie des applications en utilisant des outils et des pratiques qui favorisent l'automatisation et la collaboration. Donc, on a déjà vu, par exemple, en haut, avec Docker, comment on peut automatiser. On peut créer des environnements qui vont pas nous poser problème. Donc, CI/CD ici, ça va être combiné à ça par la suite. Mais vraiment, c'est pour faire quoi? C'est pour automatiser un ensemble de process. Pour ne pas à chaque déploiement à faire les mêmes choses chaque fois. Donc, supposons que on a fait un conteneur Docker qui contient notre projet FastAPI avec le modèle dedans et on doit faire la commande build Docker build machin pour créer l'image. Une fois qu'on a l'image, on doit aller sur notre serveur avec cette image et déployer cette image. Maintenant, le lendemain ou une semaine après, dans l'équipe, vous avez travaillé, il y a une nouvelle version du modèle qu'on doit déployer. Vous devez encore faire Docker build machin quand l'image allait sur le serveur et la même chose. Donc, aussi longtemps que vous êtes dans l'entreprise, à chaque fois qu'il y a en fait de mise à jour, vous devez reprendre les mêmes process, voilà, jusqu'à l'environnement du serveur. Donc, CI/CD, pour banaliser toujours les choses, ça va permettre de faire quoi? D'automatiser tout ça. Donc, vous allez pouvoir faire quoi? Mettre la nouvelle version de votre modèle, faire juste une petite commande tac et vous allez faire autre chose. Une fois que vous avez lancé cette commande, il va, par exemple, faire le build tout seul pour vous, récupérer l'image, aller tout seul sur le serveur pour vous, supprimer l'ancienne image, mettre la nouvelle image, voilà. Redéployer la nouvelle version, pour faire simple. Ouais. Donc, cette partie, c'est pour faire de l'automatisation vraiment avancée, pour banaliser un peu c'est quoi CI/CD. Je vous invite à lire, à chercher aussi un peu sur Internet. Maintenant, il y a plusieurs outils pour faire du CI/CD. Il y en a plusieurs, il y en a trop. Donc, j'ai cité là Jenkins, le GitLab qu'il fait aussi, Azure DevOps et GitHub Action. Il y a tout plein d'outils pour le faire, vraiment. Maintenant, il y a Travis aussi que j'ai appris dans une formation à Ellis une fois. Maintenant, dans ce cours, on va juste se focaliser sur GitHub Action. Pourquoi? Parce que déjà, il est gratuit, il est simple en termes de prise en main et vous allez pouvoir tous faire ça sans grande contrainte. Donc, en tout cas, mais gardez à l'esprit qu'il y en a tout plein d'autres et en fonction des entreprises où vous allez vous retrouver, ils ont le stack, les outils qu'ils utilisent, qui vont vous imposer, que vous allez essayer de prendre en main pour pouvoir travailler avec eux. Mais le principe, il est le même. Une fois que vous avez le principe, c'est la manière de le faire qui va différer légèrement. Donc, GitHub Action, c'est un outil qui va nous permettre de faire de l'automatisation, de faire du CI/CD. Et voilà. Donc, c'est une plateforme d'intégration continue et de livraison continue qui vous permet d'automatiser votre pipeline de génération, de test et de déploiement. Vous pouvez créer un workflow qui crée et teste chaque demande
voilà, de triage. Donc, on va faire des pull requests. On va voir tout ça, c'est quoi. Et qui vont vous permettre de déployer, voilà, les pull requests ou les nouvelles demandes de déploiement ou de build qui viennent au niveau de votre projet. Donc, un workflow, GitHub Action, on va parler de workflow. Workflow, c'est quoi? C'est un fichier qui va définir l'ensemble des éléments à effectuer. Workflow, ça, quand on entend le mot, ça fait sens en même temps. Pour dire, j'ai dit tout à l'heure que CI/CD va permettre d'automatiser des actions, d'automatiser un certain nombre de choses qu'il faut réaliser. D'accord. Maintenant, quand on va automatiser un certain nombre de choses, naturellement, il y a des actions à effectuer et ils ont un ordre. Voilà, quoi faire d'abord, qu'est-ce qui vient après. Voilà pourquoi dans GitHub Action, on va créer ce qu'on appelle un workflow qui va définir les processus qui vont s'enchaîner. Je fais quoi d'abord, après ça, qu'est-ce qui vient, tout ça pour automatiser ce que je veux automatiser. Donc, c'est ça un workflow. Et c'est un jargon qui est dans GitHub Action. Donc, un workflow est un processus automatique et configurable qui exécutera un ou plusieurs travaux. Donc, les workflows sont définis par des fichiers YAML archivés dans votre repo. Donc, on va voir un exemple tout à l'heure. Et où est-ce qu'on crée ces fichiers workflow-là quand on est dans l'environnement GitHub? Voilà, les workflows sont créés dans ce dossier. Donc, si vous avez, par exemple, votre projet où il y a votre backend dedans, ou bien n'importe quel autre projet, vous voulez faire un fichier workflow pour automatiser des choses. Si vous créez le dossier .github, le dossier .github, et dans ce dossier, vous créez un autre dossier workflow. Maintenant, dans ce dossier, ce dernier dossier-là, vous allez mettre un fichier, vous pouvez l'appeler builds ou bien exécution.yaml. Vous l'appelez comme vous voulez, mais ça doit avoir l'extension YAML. Tout fichier YAML qui se trouve dans ce dossier-là, à chaque fois que vous faites un push ou que vous envoyez de nouveaux trucs sur GitHub, en fonction de la configuration de ce fichier qu'on va découvrir tout à l'heure, ça va déclencher automatiquement des choses, voilà, qui vont vous permettre de faire cette automatisation dont on est en train de parler là. Donc, je viens de souffler ça pour dire quand on va faire des push, quand on va faire des choses, c'est ce qu'on va appeler des actions, des events, des événements. Donc, dans votre dossier workflow, on va créer un fichier. Dans ce fichier-là, il faudra mettre les événements. Donc, un événement est une activité spécifique dans votre dossier GitHub. Par exemple, l'activité peut provenir de GitHub quand quelqu'un crée une demande, quand quelqu'un fait un pull request, voilà, ou bien quelqu'un fait un push vers votre dossier. Donc, c'est ça l'événement à savoir. Un job, le job, c'est quoi? C'est le travail qui doit être réalisé par ce fichier-là. Et l'action, c'est une application personnalisée pour une plateforme GitHub qui effectue des tâches complexes mais fréquemment répétées. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Donc, première étape, voilà l'exemple de ce que je vous disais. Il faudra créer ce dossier-là dans votre repo. Une fois que c'est bon, par exemple, on va créer un fichier. Voilà comment le fichier, il s'appelle learn GitHub action.yaml. Ouais. YML. Vous pouvez aussi mettre YAML, c'est la même chose. Et voilà un exemple, par exemple, de ce fichier pour banaliser et simplifier la chose. Donc, vous avez votre repo. Vous vous assurez de créer un fichier qui a cette extension-là dans un dossier comme ça. Et voilà la syntaxe. Name, c'est pour dire, par exemple, le nom de mon fichier YAML. Je l'appelle comme ça, simplement. Name, c'est un nom d'exécution. Ça, ce n'est pas très, très important. On a parlé des événements tout à l'heure pour dire à quel événement ou à quel moment ce fichier qui exécute des actions automatiquement, il doit se déclencher. Donc, les événements, comment on les définit? On les définit grâce à l'attribut on. On fait on, push pour dire, c'est seulement quand on push. Vous pouvez mettre pull request pour dire, c'est quand les gens font des pull requests. Il y a tout plein de trucs qu'on peut faire. Vous pouvez mettre tag pour dire, c'est lorsque les gens, on a pushé de nouveaux tags. Donc, il y a tout plein de trucs qu'on peut ajouter. Mais le plus simple qu'on va voir ici, c'est push. Pour dire comment au push, on peut déclencher un job. Job, c'est quoi? C'est le travail à effectuer. Et voilà la syntaxe. Si on essaie d'expliquer rapidement ce petit fichier, le job, on l'a appelé check bat version. Il va s'exécuter sur une plateforme Ubuntu. Donc, pour dire que quand, par exemple, dans votre dossier qui contient votre projet backend, où il y a déjà votre modèle, vous avez fait un push pour dire, c'est à chaque push que vous déployez votre modèle. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple? Il va exécuter ce job. Ce job doit s'exécuter quelque part. Donc, on va prendre une machine Ubuntu. Vous pouvez prendre Windows, vous pouvez prendre... Il y a plusieurs
plusieurs environnements sur lesquels il faut exécuter ça. Généralement, Ubuntu est utilisé. Donc, on va dire, OK, on va prendre une machine virtuelle quelque part là que GitHub nous donne comme Ubuntu. On se base sur cette machine-là et on exécute ces commandes, tac, 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 et on affiche juste la version. Donc, on va voir ensemble comment on peut orchestrer tout ça. Et donc, voilà, normalement, pour cette semaine, en termes de notions, c'est pas beaucoup parce qu'on a déjà vu l'essentiel de ce qu'il faut faire en termes de déploiement la semaine passée. Donc, cette semaine, c'est vraiment Docker et GitHub, CI/CD, GitHub Action qu'on va voir ensemble. On se focalise sur ces deux notions-là pour les maîtriser et également avoir le temps de rebondir sur le TP et donc mélanger le TP, je veux dire le mini projet avec ces technos-là pour voir très bien comment on peut automatiser toutes les actions qu'il faut. Donc, on a encore du temps. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Sinon, on va passer au lab et on va essayer de voir concrètement tout ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Aïcha, je vous écoute. J'ai très soif. Oui, je t'écoute. Les considérations de performance. Pardon? Et de salarié. Quelles sont les considérations de performance et de scalabilité à prendre en compte lors de l'utilisation d'outils de workflow pour le déploiement d'actions? Quelles sont les considérations en termes de performance et de scalabilité à prendre en compte lors de l'utilisation des outils de workflow? Alors, oui, c'est une très belle question, c'est une question très pertinente. Vous voulez, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment approcher ou bien comment penser déjà la scalabilité quand on automatise des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle qui consomme ci, demain on a un autre qui consomme ci, qui consomme ça. Je vais dire, oui, c'est des éléments qu'il faut intégrer dans le pipeline et généralement dans les outils qu'on utilise. Et un des éléments, ou bien une des technos qu'on utilise pour faire ce genre de trucs, c'est Kubernetes. Voilà. Que je sais, c'est Kubernetes, mais on ne va pas voir ça dans ce cours. Kubernetes, parce que généralement, ce genre d'outil, il faut l'intégrer. Je ne pense pas qu'il y a que ça présente des liens directement avec nos workflows de déploiement. Mais plutôt, c'est la scalabilité, c'est les éléments qu'on va voir en production. Une fois qu'on a fini de déployer et que c'est déjà sur le serveur, on peut avoir des soucis de scalabilité. C'est quoi? Par exemple, la demande augmente. Le nombre de personnes, vous avez fini de déployer l'API, voilà. Parce que pour déployer, souvent, on a des artefacts qui sont fixes. On a un modèle d'une taille qui est bien connu, qui est fixe, qui est déjà là. On le prend, on utilise notre workflow pour le déployer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par la suite qui fait que votre question est pertinente, c'est la scalabilité. Une fois que c'est déployé, on a automatiquement déployé, oui. Mais le nombre de requêtes vers ce conteneur Docker-là, qu'on a sur notre machine-là, ça peut exploser. Ça peut passer entre 100 et 1000 et 10 000 en une journée. Donc, quand c'est comme ça, est-ce que cette machine virtuelle, cette petite machine Docker qu'on vient de déployer là-bas, est-ce que ça a les capacités nécessaires pour accueillir toute cette demande-là et être aussi efficace qu'on le voudrait? Pas toujours. Donc, il faudra combiner après d'autres technologies telles que Kubernetes qui vont gérer l'élasticité. Par exemple, à mesure que les requêtes viennent automatiquement vers ce service-là que vous avez déployé, il va faire quoi? Il va par exemple demander soit créer plus d'instances. Donc, si on n'avait par exemple qu'un seul conteneur qui gérait les requêtes qui sont arrivées, on a l'élasticité verticale et horizontale, mais ce n'est pas dans le cadre de ce cours. Ce n'est pas des éléments qu'on va aborder. Mais plus il y a de requêtes, par exemple, en fonction de la façon dont on veut gérer la scalabilité, l'élasticité dans notre système, on peut créer, disons, pour banaliser les choses, d'autres conteneurs Docker. Donc, au lieu d'avoir un seul conteneur qui gère le service de votre modèle, supposons que c'est le modèle du GPT, qui est très consommé par beaucoup de personnes, en fonction de comment beaucoup de personnes font des requêtes, on crée des clones de ce conteneur-là, 1, 2, 3, on crée autant qu'il faut pour pouvoir gérer la requête. Peut-être on se dit, il est efficace quand il a 10 requêtes simultanément par conteneur. Donc, dès que ça passe à 11, on crée un autre conteneur à côté et on redirige le trafic, on redirige la requête là-bas. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir automatiser
Grâce à quoi? Grâce à des technologies comme Kubernetes. C'est le seul que je connais, mais je sais qu'il y en a d'autres pour gérer l'élasticité. D'autres façons de gérer l'élasticité, c'est totalement d'autres cours. On peut le gérer en ne créant pas d'autres instances, mais en augmentant la capacité du serveur. Et voilà pourquoi des plateformes de déploiement comme Amazon sont très intéressantes. Donc, vous avez des serveurs qui sont élastiques. Si c'était un CPU, automatiquement, ça va passer à 2, 3, 4 en fonction du nombre de requêtes qui viennent. Et lorsqu'il n'y a plus de ces requêtes-là, pour vous faire économiser, on diminue également. Si on avait atteint un pic de 12 CPU, on va libérer progressivement les ressources en fonction des requêtes qui viennent vers nous. Donc, si ça répond bien à ta question, il y a ces considérations-là qu'on peut prendre avec d'autres technos, mais on ne va pas les aborder ici, dans ce cours. Je sais pas. Ça répond à ma question. Okay. Vous avez parlé de scalabilité horizontale et verticale. Dans ce contexte, on utilise la scalabilité horizontale ou la scalabilité verticale. Si c'est la scalabilité horizontale, pourquoi? Si c'est la scalabilité verticale, pourquoi? Alors, scalabilité horizontale, scalabilité verticale, pourquoi? Ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Je ne dirais pas que je me rappelle encore de tout ça exactement maintenant. Mais ça dépend. Ils ont leurs avantages, les conditions dans lesquelles il faut les utiliser. Mais je n'ai pas la réponse tout de suite exactement à ça. Pour la scalabilité horizontale, par exemple, tu vois, je pense qu'il y aura, ça dépend aussi des questions d'architecture. J'essaie de répondre, mais je ne sais pas si c'est vraiment juste. Ça dépend de l'architecture. C'est un projet, par exemple, oui, c'est possible qu'on passe sur d'autres instances, qu'on crée à côté d'autres machines totalement indépendantes qui vont desservir les gens. C'est la scalabilité horizontale, par exemple. Voilà, qui vont desservir les gens. En fonction peut-être de l'architecture de certains projets, c'est pas facile comme ça de dupliquer le même projet à côté et de pouvoir servir. Ça doit être peut-être ensemble, voilà, parce qu'à cause des contraintes ou à cause de la manière dont l'application est développée, c'est implémenté. Donc, dans ce cas, il est généralement préférable de la garder telle qu'elle et de faire plutôt une scalabilité qui est verticale. Donc, même ressources, même connexion à la base de données, mais on donne plus de capacité à la machine. Donc, ça dépend vraiment. Et il y a aussi, peut-être on peut dire les contraintes. Peut-être on a une machine qui a une limite X. Donc, on peut peut-être faire la scalabilité horizontale jusqu'à atteindre cette limite. Mais si on n'en peut plus, ça, c'est dans le cadre d'une machine peut-être qui a une limite X de capacité. On n'est pas obligé de s'étaler sur toute la capacité. On peut s'étaler jusqu'aux limites. Dans d'autres cas, quand ça va être vertical, c'est vraiment la machine même qu'on modifie. Donc, on passe à d'autres seuils de capacité de la machine. Donc, ça dépend vraiment des configurations des projets. Mais bon, je vais essayer de voir plus et de te faire un retour par rapport à ça. D'accord. J'ai encore minimum 4 questions, mais je laisse la parole aux autres. Ok, tu peux poser. S'il y a d'autres questions, vous pouvez la poser. Et on va passer au lab. Parler de pipeline quand je posais la question concernant les performances et la scalabilité. Oui. Donc, j'aimerais savoir comment intégrer des outils de workflow avec Docker pour créer des pipelines de déploiement data science complet. Oui, c'est comment combiner des outils Docker avec des pipelines pour créer. Oui, c'est ce qu'on va voir justement dans les labs ensemble. On va voir comment on peut faire ça. Un cas simple, par exemple, pour le faire, c'est qu'on va avoir notre repository. On va supposer qu'on travaille, on a de nouveaux modèles et on va faire, par exemple, un événement. Si vous envoyez un nouveau modèle et que vous faites un push, et que vous faites, par exemple, un push, dès que le fichier de ce modèle-là arrive, on va, grâce à GitHub Action, par exemple, qui est un outil de workflow, il va vous permettre de détecter le push. Il dit, OK, nouveau push. On va configurer pour dire, dès qu'il y a un nouveau push, c'est qu'il y a sans doute un nouveau fichier de modèle. Donc, il va dire, OK, je prends le nouveau fichier de modèle, je crée. Ce n'est plus vous qui le faites. Tout ce qu'on a vu dans Docker, comment créer des images, comment mettre tout ça. Non, ce n'est plus vous qui le faites. Dans l'environnement GitHub Action, il va prendre votre modèle qui se trouve dans votre dossier GitHub déjà. Il va installer les dépendances parce que vous avez déjà mis un fichier de requirements. Il va installer les dépendances, créer en fait une machine virtuelle en quelque sorte, un Docker, un conteneur là,
il va installer tout ce qu'il faut et démarrer votre projet. Et dès que cette image-là est prête, ça push cette image sur Docker Hub pour vous. Et ça peut mettre même une version pour dire si votre projet s'appelle génétique V1. Voilà, vous venez de faire la version V1 du projet génétique qui fait peut-être la prédiction sur des données de génome. Et donc ça, c'est bon. Et automatiquement, le script, toujours, vous pouvez aller loin. Ouais. Donc ça, c'est déjà de l'automatisation pour builder et construire l'application qui va desservir votre modèle. Donc, vous pouvez aller plus loin. Toujours grâce à ça, vous pouvez vous connecter. Je suppose qu'en entreprise, on vous a donné les accès à un serveur, on vous a donné l'accès SSH avec le même script. Après avoir buildé, il se connecte au serveur et il récupère l'image qui vient de builder là sur ce serveur et il le déploie là-bas. Donc, en fait, sans plus rien faire, toutes les autres fois, vous aurez juste à travailler en local, à pusher ou bien en fonction de l'événement que vous avez décrit dans vos fichiers de workflow. Dès que cet événement est là, ah là là, c'est lui qui prend la relève à partir de là. Il crée les images, il fait tout ce qu'il faut, il se connecte au serveur, il déploie. Et vous patientez juste 1 ou 2 minutes, vous allez sur l'URL, vous allez voir que il y a vraiment la mise à jour. Voilà. Grâce à des éléments qui vont vous permettre de remarquer quand même qu'il y a cette mise à jour. Par exemple, vous avez changé votre interface Streamlit, vous avez rajouté un nouveau bouton. Vous attendez 1 ou 2 minutes, vous verrez que vraiment l'interface a changé. Et là, vous ne faites plus rien. Vous vous contentez juste de pusher et vous attendez, il fait le job et c'est bon. Donc, on va voir ce genre d'éléments-là ensemble dans les labs. Et ça va être l'exemple typique qu'on va voir pour pouvoir déployer nos modèles. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ouais, c'est bon, ça. Ah, tu peux poser des questions. Oui, pas de souci. J'aimerais savoir comment mesurer l'impact et le succès des déploiements data science. L'impact et quoi? Comment mesurer l'impact et le succès des déploiements data science? Oh, question philosophique. Comment mesurer l'impact et le succès des déploiements en data science? Alors, je n'ai pas, je n'ai pas bien. Est-ce que c'est de savoir combien réussissent, combien de déploiements réussissent, c'est ça, ou bien comment mesurer le succès? C'est vraiment une question un peu difficile. Je ne l'ai pas très bien compris, mais si tu veux parler d'enjeu, oui, c'est important. C'est important parce que c'est la phase finale. Maintenant, comment mesurer le succès et l'impact, le succès? Enfin, c'est un peu difficile pour moi de répondre. Mais pour faire simple, déploiement dans l'étude de data science, c'est très important parce que c'est l'étape qui empêche, je vais dire, beaucoup de modèles de passer en production et d'être véritablement utilisés. Parce que généralement, entre la compétence, entre vous qui développez les modèles et les gens qui les déploient, qui les maintiennent, il y a une différence. Il y a une différence en termes de connaissances, en termes de procédés. Il y a vraiment une différence. D'habitude, on se concentre sur les notebooks. C'est bon, on a les résultats. Généralement, dans les compétitions, c'est bon, on a fini avec ça. Mais mettre en œuvre les mécanismes qu'il faut pour déployer ces modèles, les mettre en production, suivre les monitorer, suivre leur vie, comment ils fonctionnent, ce qu'on va voir dans la dernière semaine, la semaine prochaine, suivre leur vie, voilà, le permettre leur utilisation de façon efficace, la plus efficace possible. C'est des problématiques, en fait, et il y a très peu de personnes qui ont ces compétences-là et qui arrivent à très bien les réaliser. Donc, c'est pourquoi, justement, ce module-là, il est imaginé pour qu'on voit les bases de tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement faire ça, voilà, déployer les modèles très, très, très facilement. Donc, la question n'est pas claire pour moi, mais pour répondre en termes d'enjeux, oui, c'est un élément qui est important, qui présente beaucoup d'enjeux. Et je pense qu'avoir des skills de base, tels qu'on le fait ici, comment déjà déployer de façon native, maîtriser Docker, maîtriser les outils d'automatisation, et plus tard dans la semaine 3, maîtriser des outils de suivi de vie, de mise à jour et de versionning. C'est des éléments qui vont vous différencier un peu plus, je vais dire, des data scientists classiques et qui vont également vous ouvrir le chemin. Si vous êtes intéressé vers le MLOps, vous allez pouvoir lire voilà, sur ce domaine-là. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de rendre tout ça pratique et de voir concrètement tout ça, à quoi ça ressemble. Très bien. Donc, le cours, vous savez toujours là où il se trouve. Donc, il se trouve ici, semaine 2. Donc, on va essayer maintenant de commencer les labs. Donc, pour cette semaine, il y a 3 labs qui sont préparés. Le premier lab, c'est Llama Docker Orchestration. Donc, dans ce lab, on va voir en fait comment utiliser Docker pour déployer le modèle Llama sur notre machine. Donc, là, maintenant, ce n'est pas un modèle que nous-mêmes, on a réalisé. C'est un modèle Llama, vous le connaissez tous, de Facebook. Sorry, j'avais plus de batterie, j'ai même pas remarqué. Ça me notifiait ça depuis. Donc, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Donc, je disais tantôt, le premier lab qu'on va voir, c'est le lab Llama 3. Llama 3, vous le connaissez, c'est ce modèle de langage l'image de GPT qui a été réalisé par l'équipe AI de Facebook, Llama 3. Donc, on va voir comment se présente le Dockerfile et comment on peut déjà déployer ce genre de trucs-là sur notre machine. Et donc, à la fin, on aura en fait quoi? On aura un conteneur, on aura un mini GPT, on ne va pas l'appeler GPT, mais en tout cas, un agent conversationnel qui sera installé sur notre machine. On va pouvoir lui envoyer des requêtes, des prompts, et il va nous répondre exactement comme le fait GPT. Dans le deuxième lab, là, on va voir GitHub Action. Là, on va voir de l'automatisation, comment on automatise, comment on va créer nous-mêmes nos premiers scripts de GitHub Action, et on va l'appliquer en fait aux 2 labs qui étaient dans la semaine précédente, le front-end et le back. Là, on a fait le modèle et là, on a fait Fast API. Donc, dans ce lab, ce qu'on va faire, on va automatiser des scripts pour que, par exemple, en fonction des événements qu'on configure, ça crée l'image Docker pour nous tout seul et ça push ça sur nos comptes Docker Hub automatiquement. Et enfin, on va voir les conteneurs. Voilà. Donc, le troisième module, c'est ce module de Docker Container. On va voir concrètement comment ça marche. Et donc, voilà, on va essayer de commencer. Et le 4e que vous voyez là, c'est quelques astuces. J'ai parlé de ngrok, dont Madame Aïcha a parlé tout à l'heure. C'est pas forcément dans le cadre de ce cours, mais c'est des ressources que je laisse là. Et également les trucs de SSH Action, comment se connecter à des serveurs automatiquement. C'est des ressources extra qui sont là, que vous pouvez lire et qui peuvent être combinées à tout ce qu'on voit. Donc, très bien. Je reviens ici. Voilà, README. Donc, on va voir déjà comment on peut déployer un truc avec Docker. Donc déjà, moi, j'ai déjà installé Docker sur ma machine. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez essayer d'installer, parce que si on va installer tout ça en ligne, ça va être un peu compliqué. Vous allez essayer d'installer Docker. C'est généralement un truc que vous téléchargez, vous le lancez en interface graphique et puis c'est bon. Sur Ubuntu, c'est légèrement différent, mais bon, c'est assez expliqué. Donc, comment on va pouvoir démarrer, par exemple, ce projet-là? Donc, dans ce projet, les fichiers qu'on a dans le fichier README, qui nous montre les commandes successives qu'il faut qu'on exécute pour pouvoir lancer ce fameux projet. Ensuite, si vous remarquez bien dans le dossier, on a un fichier Docker Compose, donc le fameux Docker Compose dont on a parlé. Donc, remarquez qu'ici, dans ce projet, j'ai dit qu'on allait créer un conteneur qui nous tourne Llama, n'est-ce pas?
Et Lama, c'est pas nous qui créons l'image. Si vous vous rappelez bien, Docker, on a parlé de 2 étapes. La création des images, qui est un service unique, un seul service, donc notamment c'est censé être le service qui contient le code, qui contient le modèle, qui contient le poids de Lama. Donc, on doit avoir une image normalement. Ensuite, on peut créer Docker Compose, on peut utiliser l'approche Docker Compose, même si on n'a qu'une seule image, quand même, pour voir déjà à quoi ça va ressembler, même si on a beaucoup d'images. Donc, Docker Compose pour gérer cette image-là ou pour gérer les images qu'on a et les lancer. Donc ici, c'est pas nous qui avons développé le modèle Lama, et avoir les poids, avoir la configuration et faire le démarrage tout pour nous, ça va être un peu compliqué. Donc l'intérêt de ce premier lab, c'est déjà de voir comment on peut consommer les images d'autres personnes. Voilà pourquoi j'essaie de trouver un cas qui se rapproche un peu à de la data. Donc, pour vous dire que l'image de Lama est déjà réalisée et fonctionnelle, on va voir comment on consomme cela. Et dans la deuxième partie, on va voir GitHub Action. Là, maintenant, nous avons nos projets nous-mêmes. Donc, nous allons créer nous-mêmes nos images et voir toujours maintenant comment, avec Docker Compose, on peut consommer nous-mêmes nos propres images et non des images d'autres personnes pour travailler. Donc, si on regarde un peu ce fichier Docker Compose qui se trouve là, comme on l'a vu tout à l'heure, ça c'est la version 3.8 de Docker Compose. On déclare les services que l'on veut utiliser, qu'on veut démarrer. Le service est nommé Olama et on dit que l'image de base, c'est Olama/Olama. Ça dit que sur Docker Hub, ça vient d'où ça? Docker Hub, Olama. Donc, si on va sur Docker Hub, il y a cette image-là. Cette équipe-là a déjà préparé cette image et à l'intérieur de cette image, il y a déjà le modèle, les poids, tout pour faire tourner Lama, tout pour que ça marche parfaitement. Et cette image-là est là. Donc, on va voir nous-mêmes comment on peut mettre nos propres images sur Docker Hub. Mais dans ce premier lab qu'on voit, l'image est déjà là et c'est l'image Olama qu'on utilise. Donc, voilà comment on spécifie l'image. On va spécifier le nom du conteneur, on va l'appeler Olama. On aurait pu mettre n'importe quelle autre chose. Le port, très bien. On va faire le mapping des ports. Donc, le service Olama, à l'intérieur, ce modèle-là, quand il va tourner sur ce port. On fait le mapping pour le port externe, qui actuellement est exactement le même. Ça n'a pas changé. Et le volume dont je vous ai parlé, comment persister les données. Donc, ce répertoire à l'intérieur du conteneur, le mapping va être fait pour que les données qui s'y trouvent soient sauvegardées sur cet emplacement-là, physique, sur ma machine. Ma machine qui est actuellement le serveur qui veut déployer cette solution. Voilà, et on déploie notre volume en bas, qui est le volume Olama. Très bien. Donc, voilà un peu le contenu du fichier Docker qui est très, très simplifié. Si on revient dans le README, la première instruction à exécuter, comme on l'a vu dans les lectures tout à l'heure, c'est Docker Compose op-d. Donc, cette commande va nous permettre quoi? Docker Compose, il faut qu'il y ait un fichier Docker-compose comme ça dans le répertoire, là où on exécute la commande. Donc, ça va lire ce fichier Docker Compose et ça va essayer de démarrer les services qu'on a trouvés dans ce fichier Docker Compose, notamment le service Olama, qui est le seul service qu'on veut démarrer. Et donc, après ça, on pourra exécuter le modèle localement. Donc, on va utiliser la commande Docker Compose, Docker exec, voilà. Et it Olama, Lama 3, pour exécuter ce modèle-là, Lama 3, à l'intérieur de ce conteneur, une fois qu'on s'y aura connecté. Donc, la commande Docker exec, si vous vous rappelez, nous permet de nous connecter à un conteneur, de pouvoir exécuter une commande à l'intérieur de ce conteneur. Et finalement, ce conteneur-là, que les gens ont déjà build pour nous, ça nous expose l'utilisation de l'agent conversationnel de deux manières. On peut l'utiliser directement dans le conteneur en faisant des prompts, ou bien on peut l'utiliser à la façon GPT, c'est-à-dire via une API. On peut faire une requête vers une API. Voilà pourquoi il y a ce mapping de ce port externe-là, une API à ce port, et lui envoie une autre requête. Il dit par exemple bonjour, comment tu t'appelles, et il nous répond dans le retour. Donc on commence. Déjà, je pense que je n'ai pas Docker lancé. Je vais démarrer mon Docker. Donc, si vous l'installez, vous aurez exactement un truc comme ça dans vos applications. Voilà. Donc, je démarre mon Docker. Mais je peux le fermer maintenant. Très bien. Moi, je le mets de côté. Quand je le démarre comme ça, j'ai la commande. Parce que si j'utilise la commande sans la démarrer, on va me dire que bon,
je dois démarrer le service Docker. Donc, je démarre Docker. Après, je fais Docker Compose, comme on l'a vu là. Je m'assure d'aller d'abord dans le dossier en question. Donc, CD, week 2. CD week 2, lab 01. Très bien. Et je fais Docker Compose. Hop. Donc, je ne vais pas mettre le D, parce que si je mets le D, ça va passer ma requête, par exemple, en arrière-plan et le terminal va me le retourner. Donc, je peux aussi le faire comme ça, Docker Compose, hop, et je le lance. Et l'intérêt de cette commande, c'est qu'après, si je veux couper ça, je fais juste CTRL-C. Donc, ça va couper et arrêter automatiquement le service. Mais si je fais le -D, il passe en arrière-plan. Donc, on lance ça comme ça. Je pense que tout est bon. Il a pull déjà le conteneur et il a créé et c'est prêt. Donc, oui, ça ne me rend pas mon terminal parce que je n'ai pas mis l'option -D. Donc, je vais essayer de lancer cette commande-là pour démarrer le modèle sur ce conteneur. Donc, je vais créer, voilà. Comme je n'ai pas mis le D, je ne peux plus réutiliser ce terminal-là, l'option -D. Donc, je passe dans une autre invite de commande. Oh, je dois faire la même chose ici. Week 2, lab, je pense 2 lab, 01. Donc, voilà. Donc, cette commande va faire quoi? Ça se connecte en fait à mon conteneur. Voilà, ce conteneur qui est ici, ça s'y connecte. Donc, on voit les logs, ça affiche les logs tant que ça fonctionne. Ce conteneur-là, ça nous affiche les logs pendant que ça fonctionne. Donc, ça se connecte et ça attend que je mette mon prompt. Voilà. Donc, je peux mettre un prompt, par exemple, pour dire voilà, petite faute. Bon. On va voir l'agent conversationnel normalement qui nous répond. Alors, il s'appelle un jeu de mots. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, il n'avait pas fini le prompt. Ma machine rame un peu. Un jeu de mots en français, on peut répondre à des phrases, à cette question de plusieurs façons. Je m'appelle Lama ou bien Turing ou chatbot selon le contexte. J'ai pas vraiment un nom. Je suis juste un modèle de langue artificielle. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Ça rame un peu, ma machine. Là, maintenant, on a la requête, la réponse pour ce prompt-là. Donc, je suis un modèle de langue artificielle, donc voici quelques-unes des choses. Donc, ouais, il répond exactement comme GPT. Voilà. On peut lui poser n'importe quelle question en français, anglais. C'est pas des questions préparées, c'est Llama, c'est exactement comme le modèle de GPT. Donc, on lui envoie les questions comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça le pouvoir de Docker. Ils ont travaillé sur ce modèle, ils ont créé l'image et ils ont push. Donc, dans le Lab 2, on va apprendre à faire exactement ce genre de truc. On n'a pas eu de souci tout à l'heure pour dire, parce que tout à l'heure, ça a installé, ça a récupéré les poids de Llama, ça a installé, ça a créé un environnement, tout ce qu'il faut. Mais du fait qu'ils ont déjà créé l'image, ils ont poussé l'image sur Docker Hub. Nous, on a juste récupéré juste l'image et on a lancé l'image. Et on peut profiter des fonctionnalités sans se soucier de le faire nous-mêmes manuellement. Qu'est-ce qu'il faut installer, comment ça marche, voilà. On ne se casse pas trop la tête. Donc, voilà, ça continue toujours de répondre. Et je vous ai annoncé tout à l'heure, quand on analyse le fichier Docker Compose qui se trouve ici, il y a un mapping de port. Ils ont pensé à deux options. Cette option qui nous permet de faire des requêtes dans le terminal comme ça à l'agent conversationnel. Mais pour que ce soit utile pour nous, par exemple, dans des applications, on va pouvoir faire des requêtes, faire une API exactement comme on a créé notre API backend et qu'on envoie des requêtes pour faire des prédictions au niveau de notre modèle. Donc, il y a cette option-là également qu'ils ont prévue pour nous et qu'on va essayer de consommer tout à l'heure. Donc, dans la documentation de leur image, j'ai créé un fichier request.notebook qui se trouve ici dans le dossier. Donc, on va voir comment on peut utiliser cette image-là via HTTP. Donc, je mets un peu de côté l'aspect terminal. Donc,
dans ce fichier-là qui est là, on importe request, qui est une librairie qui va nous permettre de faire des requêtes exactement comme on le fait depuis Streamlit pour consommer notre API Fast API. Donc, on importe cette librairie, on met l'URL de notre application, donc on met http localhost 11.43.4. Vous allez voir que c'est exactement le port 11.43.4, le port Esten Mapping qui se trouve au niveau de notre fichier Docker Compose. Donc, et on fait /API/generate. Donc, ceux qui ont préparé cette image qu'on est en train de tourner actuellement sur notre ordinateur, ils ont prévu que si on contacte cette URL et qu'on envoie un prompt, il va nous répondre. Ouais. C'est exactement comme ce que vous étiez en train de faire dans votre projet aussi, localhost 8000 API et peut-être c'est predict. Voilà. C'est vous qui choisissez l'URL. Donc, il y a des reviews. J'ai préparé des reviews. Le review, c'est quoi? C'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, on a mis des reviews des banques, par exemple. Les horaires d'ouverture des agences ne sont pas pratiques pour les travailleurs. L'ouverture du compte a été très rapide et simple. Le personnel est toujours accueillant et souriant. Je suis déçu du manque de transparence sur les frais. Donc, il y a un certain nombre de reviews qui sont là. Et je prépare le prompt. Donc, comment on prépare le prompt? C'est un dictionnaire où on dit le modèle qu'on veut utiliser. Donc, on veut utiliser le modèle Llama 3. Le prompt qu'on veut envoyer, c'est quoi? Extract and return list of topics from best reviews. Donc, il faut extraire une liste de topics. Les topics, on va dire, c'est des mots-clés. Donc, on est dans un cas là où on a des reviews brutes. On a un cas de traitement de data. On a des reviews par centaines des clients d'une banque. Et nous, on a envie de faire quoi? D'extraire des topics. De pouvoir, par exemple, extraire comme topic service client. Et à côté, on va mettre peut-être extraire aussi le sentiment pour dire service client mauvais. Par exemple, pour le premier review. Produit financier, parce que pour celui qui s'est plaint, par exemple, de la création d'un compte, produit financier, sentiment positif pour dire que cette banque-là, ce client a apprécié le topic produit financier. Donc, oui, ce genre d'informations pour produit financier, service client, accueil, gestion de factures, processus de remboursement, de réclamation, des thèmes clés comme ça qu'on peut extraire des tests et avoir également les sentiments qui sont associés. C'est des éléments qui peuvent être importants et qui peuvent permettre une analyse et donner plus d'insight à des banques que juste d'avoir des milliers de tests où des gens se plaignent ou bien des gens sont contents. Ça va être un peu difficile. Donc, ce travail de topification, là, d'autres modèles le font, mais on essaie de le faire ici, par exemple, avec cet agent conversationnel. On lui envoie les topics, on lui dit quoi faire. Ici, il faut remarquer qu'on lui a juste dit, pour simplification, d'extraire les topics. Mais on peut lui dire d'extraire les topics, d'extraire les sentiments. Et c'est vraiment comme GPT. On peut lui compléter le format dans lequel il doit retourner, exactement comme vous parlez à GPT. Tout le monde utilise GPT aujourd'hui. Stream, l'argument stream qui se trouve là, c'est pour lui dire ne réponds pas à la GPT ou bien de façon itérative, comme il le fait dans le terminal là. Ne retourne juste, parce que là on est en mode API, retourne juste le truc directement. Ne stream pas, n'envoie pas un peu pour faire du temps réel. Donc, une fois qu'on a préparé notre prompt qui est comme ça, voilà, on va pouvoir appeler le prompt là sur cette API. Donc, on fait request.post. Donc, cette API là, c'est de type post, ce n'est pas de type guest. On spécifie qu'on veut faire le post à l'URL en question et on envoie notre prompt dans l'argument JSON. On envoie notre prompt. Et si on a un statut 200, on va afficher la réponse qu'on a. Donc, pour une exécution que j'avais exécutée, une exécution passée, vous voyez, pour le premier review, par exemple, il dit Opening Hour in Bank Agencies. Donc, les heures d'ouverture ne sont pas pratiques, le taux d'intérêt. Donc, il a identifié, par exemple, comme topic, heure d'ouverture. Il n'est pas très précis. Voilà, il peut faire des bêtises, toujours, comme le fait un peu GPT parfois. Donc, voilà, il essaie de faire le job. Donc, on peut l'exécuter quand même pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la requête va prendre un peu de temps. Donc, en temps, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'avec ça, maintenant, vous voyez un peu plus clair la façon dont Docker fonctionne? Cette image a été déjà gérée, donc on l'utilise juste, on déploie, on consomme. On va voir comment faire nous-mêmes les propres images dans le deuxième lab.
Mais est-ce que déjà, ça éclaircit un peu plus la simplicité, comment Docker vient simplifier le processus de préparation et de déploiement et de préparation d'environnement de déploiement, voilà. Comment ça vient préparer les environnements de déploiement. Donc, vous voyez, ça sort, voilà, ça sort les informations qu'il a pu extraire. Also extract sentiment per topic and give the results in this format. In this format. On va essayer de voir, de jouer un peu. Topic de point sentiment. On va voir. Donc là, j'ai modifié le prompt et je fais la requête. Voilà. Donc, il va essayer de suivre ce format. Exactement la façon dont on répond à GPT. Donc, c'est aussi une alternative. Ça dépend des besoins que vous avez. C'est très intéressant parce que c'est gratuit. Voilà. Pour utiliser GPT comme ça, en mode API, il faut faire l'abonnement, vous le savez. Mais Llama 3, c'est gratuit et il performe pas mal. On va voir le résultat qu'il donne pour cette requête-là. Ça prend trop de temps. Trop de temps. Ah bah voilà. Il a essayé de faire un truc. Voilà. Nous aussi, on n'a pas été très précis vraiment sur le format qu'on lui donne. Mais il dit heure d'ouverture. Voilà le topic en question. Et il dit sentiment mixte. Voilà. Sans doute, si on lit la phrase, les heures d'ouverture ne sont pas pratiques. Le taux d'intérêt est compétitif. Le processus de clôture de compte est très compliqué. Donc, je vois, il n'a pas très bien compris. Il a pris comme principale idée et il dit que le sentiment, il est mixte. Alors, le interest rates, donc c'est un sentiment positif, sans doute. Voilà. Le taux d'intérêt, voilà, le taux d'intérêt est très compétitif. Voilà, il s'est embrouillé un peu, mais voilà pour cette phrase. Voilà comment il a pu extraire l'intérêt et également l'information. Donc voilà, c'était une petite démo, voilà, de comment on déploie une image nous-mêmes dans un conteneur sur notre machine et comment on l'utilise. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je vais m'en arrêter là pour les tests. Je vous invite à reprendre ce lab. Il est très simple. Normalement, aussitôt que vous avez installé Docker, vous suivez la procédure qui est dans le README. Vous allez pouvoir travailler avec. Mais après, il est peut-être Docker consomme un peu. Donc après, il faut couper dès que vous avez fini. Voilà. Pour libérer la ressource sur votre ordinateur pour faire autre chose. Bien sûr, ça dépend du matériel que vous avez. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être anticiper sur le Lab 3. On ne va pas le terminer, c'est clair, mais on peut commencer déjà à voir la syntaxe, comment on peut créer nous-mêmes nos Docker files. Là, la prochaine fois, je pense qu'on aura plus grand chose à faire. On va pouvoir bien peut-être rebondir, voilà, sur le mini-projet et voir comment on peut régler les soucis ensemble. Chacun va passer son écran. Enfin, ceux qui veulent bien passer vont passer leur écran et on va les assister dans les petits soucis pour finir les éléments. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer dans le deuxième lab. Je vais couper Docker. CTRL D, voilà. Et je vais le couper ici, CTRL C, voilà. Et ben voilà. Voilà pour ce premier lab. Pour le deuxième lab, qui est Action in Action. Donc, dans ce lab, on va voir GitHub Action en action. Donc, la structure de ce lab, il est très simple également. On va l'introduire, on va l'achever la prochaine fois. On a le dossier backend qui, si vous retrouvez les fichiers, c'est exactement les fichiers qu'on avait pour le lab dans la première semaine. Donc, on a le fichier de requirements qui nous montre les dépendances qu'il nous faut installer. On a le Dockerfile, voilà.
qui est la nouveauté, si vous comparez vraiment le contenu de back-end et front-end, comparativement à la semaine précédente, c'est le Dockerfile qui change. Sinon, le projet, il est resté exactement le même, la même structuration. La différence, on a rajouté 2 fichiers Dockerfile. Un Dockerfile dans chaque dossier au niveau de ce projet. Très bien. Donc, on regarde par exemple, on va aller dans le back-end et on ouvre le Dockerfile. Donc, on prend comme image de base Python 3.10 Slim pour dire c'est une version qui est sur Docker et qui pèse moins, qui ne pèse pas, qui est un peu léger et qui contient tout ce qu'il faut pour votre machine. Donc, on prend juste Python 3.10. Une fois qu'on a ça, on exécute ces commandes-là, update, pour installer un certain nombre de choses, GCC, souvent ça accompagne cela. Ceci n'est pas très nécessaire, mais vous pouvez l'ajouter. Quand vous prenez des images, on peut mettre le nom du maintainer, donc celui qui a administré cette image-là. Donc, c'est des informations qui vont afficher quand quelqu'un d'autre récupère, par exemple, votre image et qui travaille dessus. Il va pouvoir accéder à ces informations-là, votre nom, votre email. S'il y a un souci, par exemple, vous contactez pour des raisons d'assistance. Sinon, ce n'est pas un truc qui est nécessaire du tout dans la création de Dockerfile. Mais une autre chose qui est nécessaire ici, c'est le workdir. Donc, définir comme répertoire de travail le dossier app. Voilà, souvent, vous pouvez le nommer comme vous voulez, home app, mais souvent on met app parce que dans le Dockerfile, on veut déployer des applications. Et qu'est-ce qu'on fait, cette commande-là? On va copier nos fichiers requirements, donc le requirement qui se trouve ici, requirement.txt, on va le copier dans l'emplacement point pour dire le dossier courant. Donc, sur cette nouvelle machine virtuelle qu'on vient de créer, en fait, on a créé le dossier app. On va copier, on a dit que c'est notre répertoire de travail par défaut. On va copier maintenant depuis votre projet le fichier requirement.txt dans ce répertoire par défaut là. On met juste point. Donc, désormais, le dossier app qui se trouve dans cette machine virtuelle que constitue notre Dockerfile ne contient qu'un seul fichier qui est requirement.txt. Donc, voilà pour ce que fait la commande copy. La commande run, on va faire pip install -r requirement.txt. Donc, ça va faire quoi? Ça va installer le requirement, tout ce qu'il faut. Tout ce qui se trouve dans ce dossier de requirement là, ça va l'installer sur cette machine. Donc, ça l'installe. C'est exactement comme si vous avez une nouvelle machine et vous avez mis le fichier requirement.txt là. Vous avez créé un dossier pour votre projet qui est le dossier app et vous avez fait pip install -r requirement. Ça vous installe les dépendances dont vous avez besoin. Par la suite, on fait copie point vers point pour dire on copie tout le reste des autres fichiers. Avant, on avait copié juste le requirement pour gérer. Ensuite, une fois qu'on a installé les dépendances de notre projet, maintenant, on copie tous les autres trucs qu'on a vers toujours ce répertoire par défaut. Donc, ça va copier, par exemple, ce dossier notebook, ce fichier backend, le fichier Docker lui-même, ça va le copier. Le requirement, il est déjà copié, donc ça ne va pas le copier. Donc, ça va copier tout ce qu'il faut dans votre projet vers le répertoire par défaut. Et après, on va définir le port sur lequel on veut exposer notre service. Donc, on sait que notre service va tourner, regardez la commande sur le port 8000. Donc, on fait expose 8000 pour dire que ce Docker-là, ce conteneur, cette machine virtuelle qu'on crée, le service qui va tourner à l'intérieur, on va pouvoir y accéder via le port 8000. Enfin, la dernière commande, comme on l'a déjà vu également dans le cours, c'est la commande qui va lancer votre service. Donc, vous vous rappelez que d'habitude, quand vous créez votre environnement, vous utilisez la commande pip install pour installer les requirements qu'il faut. Vous devez faire UVI icon, on n'a pas vu UVI icon, vous devez faire une commande comme fast API run, machin, vous spécifiez le port et le host. Donc voilà, on va exécuter par exemple cette commande qui va nous lancer notre projet UVI icon, backend pour dire le fichier backend.py et on fait backend2.app pour dire app qui se trouve dans backend, il faut le lancer avec UVI icon sur le port 0000, c'est comme localhost et on précise le port par la suite, le host plutôt. Après, on précise le port qui est le port 8000, simplement. Donc, si on regarde le contenu de ce fichier-là, il n'a pas changé, vous le reconnaissez. C'est le même fichier qu'on a eu à utiliser, voilà, pour cat and dog classification, avec la route predict qui est là. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce fichier. Maintenant, readme. Très bien. Il y a un readme
Voilà, il y a un README qui se trouve là. On vient de parcourir le fichier backend. On a vu comment ça marche. Le fichier front-end également, il est plutôt simple. Je vous ai dit, la seule différence, c'est ce Dockerfile qui a été rajouté à ce fichier front-end. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la même procédure. On spécifie la version de base de Python que l'on veut utiliser, l'image de base qui est l'image Python. On crée notre répertoire, notre dossier de travail. On copie notre fichier requirement qu'on installe. On installe les requirements, les fichiers qu'il faut pour ce projet. Le requirement dans front-end, il est différent. Il contient juste ça. Donc, on installe les requirements qu'il faut pour le front-end. Et voilà, on expose le port 8501. Et on met pour terminer la dernière commande que ce fichier Dockerfile doit exécuter pour lancer notre projet. Donc, Streamlit, run, frontend.py, le port, l'adresse. Voilà. C'est la commande habituelle qu'on utilise pour lancer nos projets Streamlit. Donc voilà, c'est la même chose à ce niveau-là. Et donc voilà, on a dans ces deux dossiers maintenant deux images. Et voilà, comment on va pouvoir lancer? Donc il y a les instructions qui sont ici. Donc comme prérequis, il faut avoir un compte GitHub, vous l'avez tous. Il faut avoir un Docker Hub parce qu'on a vu ce module-là, c'est Action in Action. Donc dans ce Docker Hub-là, on va pouvoir builder nos images et pouvoir les pusher là-bas. Donc, avec ça maintenant, on a vu encore comment créer concrètement les images d'un projet. C'est simple, on rajoute juste un fichier Dockerfile. Et on met des instructions de démarrage, des instructions d'installation. Maintenant, n'oublions pas que ce lab, c'est Action in Action. Donc, on veut voir GitHub Action, comment on va l'utiliser. Et donc, ce qu'on veut faire avec ces images-là, avec ces deux projets où on fait des images, c'est exactement fait comme Llama. Llama nous a donné une image et on l'a utilisée facilement, n'est-ce pas? Très facilement. L'idée là, c'est de builder les images nous-mêmes, de créer les images de notre back-end et de notre front-end et de le pusher. Donc voilà ce à quoi ce lab-là va servir. Et ces instructions-là sont explicitées ici. Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'il est l'heure. Mais bon, je le parcours rapidement et on va revenir dessus la prochaine fois et voir en profondeur comment ça fonctionne. Mais déjà, il faudra des comptes Docker Hub que je vous invite déjà à créer. Les liens sont là, hub.docker.com. Et si vous n'avez pas encore, vous pouvez vous rendre dessus, vous créez déjà vos comptes parce que vous en aurez besoin pour le mini-projet. Vous allez encore réappliquer exactement toutes ces notions-là qu'on est en train de discuter actuellement. Donc, Docker Hub, GitHub, vous l'avez déjà. Et je pense qu'on va s'en arrêter là. La prochaine fois, on va terminer ce petit bout de code. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour faire le résumé, un bref résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Docker. C'est quoi Docker? C'est un outil qui permet de créer des conteneurs, qui permet lorsqu'on a déjà nos projets front, back, qui contiennent nos modèles, tout ce qu'on veut, de pouvoir les mettre dedans dans des environnements cloisonnés et de pouvoir gérer les soucis de dépendance. Et vous avez pu voir que la syntaxe de Docker est relativement simple. Une fois que vous avez vos projets de la première semaine qui marchent, tout ce qu'il faudra faire, c'est juste créer un seul fichier, qui sont ces fichiers Dockerfile-là, et mettre les bonnes lignes de code comme il le faut pour donner les instructions sur comment démarrer ce projet. Tout le processus d'installation et de démarrage de projet que vous faites entendre dans le terminal, vous allez pouvoir les spécifier dans le fichier Dockerfile pour votre front-end qui est Streamlit et pour votre back-end qui est FastAPI. Ensuite, on va terminer ce deuxième lab. Comment utiliser maintenant GitHub Action pour pouvoir automatiser ces actions-là, pour pouvoir build, voilà, pour créer les images, comme l'image qu'on a pu exploiter au niveau de Llama, pour créer une image semblable et la pusher automatiquement sur votre Docker. Parce que normalement, vous devez mettre la commande Docker build, voilà, et builder sur votre machine. Ça va utiliser les capacités de votre machine pour créer cette image. Maintenant, on va faire du code automatiquement. Pour dès que vous pushez, donc on va appliquer pour la prochaine séance les événements, les push. On va voir concrètement comment tout ça marche. Dès que vous pushez votre répertoire, ça prend votre nouveau code, ça crée une nouvelle image et ça le met sur Docker Hub. Et on va profiter également pour aborder le code qui peut vous permettre par la suite automatiquement de vous connecter à un serveur et de récupérer cette image et de déployer cette image. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, Merveille, tu es là avec nous? D'accord. Toi, tu as des questions. Je ne sais pas si c'est trop technique, mais je sens que est-ce que c'est trop technique? Non? Pas vraiment. Hmm. C'est Aïcha Tas et voilà, une ou deux personnes, je n'ai pas regardé les autres, non, qui ont voulu parler ce soir. Aïcha Tas, ça va? C'est la grève? Ah, Ladji, je vois. Ladji, oui, il m'avait contacté. Je sais qu'il a des soucis actuellement. On va voir tout ça lors de la prochaine séance. Je pense, j'ai assez filé, il n'y aura pas beaucoup de choses pour la prochaine séance. On va terminer rapidement ces petits labs et on va rebondir sur les difficultés au niveau de la première semaine pour les régler ensemble. Ok. Yamoussoukro, mais Yamoussoukro, c'est le nom d'une ville, du coup. Tu t'appelles vraiment Yamoussoukro aussi? Non, c'est juste un plus de monsieur. Ah, d'accord. Mais c'est cool ça. Ça, c'est très patriotique. Un ambassadeur. Ah, vraiment, monsieur. Est-ce que ça a été trop technique? Est-ce que le message est passé? Comment a été? Bon, côté Docker, c'est pas mal. Bon. Et puis l'autre là aussi, les parties que je n'ai pas encore travaillé, je crois qu'avec les labs, on va suivre ça petit à petit. Mhm. Oui, il y a d'autres points, c'est la première fois. Maintenant, il y a d'autres points que j'ai déjà vus, donc je pourrais m'en sortir. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci beaucoup, merci à toi. Donc, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, on va voir GitHub Action. Donc déjà, si vous avez cloné les repos, vous allez remarquer ce dossier dont je parle, .github.workflow, et vous allez voir qu'il y a un fichier build.yaml dedans. Donc, voilà, c'est ce fichier-là qu'on va démystifier la prochaine fois en continuant ce lab. Comment ce fichier-là, il est préparé pour faire de l'automatisation lorsqu'on va pusher. Et donc, regardez, ouais, ce fichier-là, il est à la racine de mon projet. C'est ça, on va voir la prochaine fois. Et on va voir le contenu, voilà, les actions, sur quel événement ça se déploie. Voilà. Ici, c'est au push. Je vous souffle ça. Voilà. Quand je vais pusher, chaque fois que je vais faire en fait un push, ce fichier-là, il va se déclencher, il va faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va builder nos images. Donc, on va analyser tout ça. Mais vous pouvez déjà jeter un coup d'œil en attendant qu'on se voit la prochaine fois. Et il y a cet onglet-là aussi, Action. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre GitHub. Ouais, c'est lui qui va vous montrer chaque fois, voilà, lorsqu'une action s'exécute. Donc, si je push maintenant, vous allez voir que ça va mettre un truc au jaune qui tourne. Voilà, ce truc-là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand vous allez rentrer dedans, vous allez voir les logs, vous allez voir que oui, voilà, par exemple, si vous allez voir que exactement les logs que vous avez pendant que vous faites des pip install ou l'installation d'un projet, vous allez voir que les logs là tournent ici. Et quand c'est bon, il fait le job. Donc, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le point action caché qui se retrouve dans GitHub et il est lié à GitHub Action pour automatiser les choses. Donc, je vais m'en arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour la présence, pour l'écoute attentive et je vous invite pour la prochaine séance pour terminer les labs et essayer également d'avancer pour ceux qui n'ont pas encore terminé les projets, les mini-projets, essayer d'avancer dedans. Parce que la prochaine séance, on va terminer rapidement ces labs-là. On va ensuite prendre le reste du temps pour débugger, voir ça ne va pas être mon écran qui va être présenté, mais plutôt les vôtres, et voir les soucis qu'il y a, les petits soucis, pour essayer, pour permettre aux uns aux autres d'avancer un temps soit peu. Et par la fin, on va présenter le projet pour cette semaine, le mini-projet pour cette semaine, qui ne va pas être très difficile, n'ayez pas peur, ça va être la continuité de ce que vous faites, mais déjà combiné juste à Docker et GitHub Action. C'est pourquoi je pense que c'est bien qu'il faut déjà réussir à passer le mini-projet de la première semaine. Donc, merci à vous. Et s'il n'y a plus de questions, question une fois, question deux fois, question trois fois, je vous souhaite une bonne suite de soirée et
Portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir. Ah, ok, d'accord, d'accord. On se voit tout à l'heure. Allez, bye bye.